Défragmentation est un podcast proposé par François Lamé, le Narrative Point of View Project. Point of View comme point de vue. Pour nous, tout est récit et tout est narratif. Ceci est beaucoup plus que du storytelling. C'est une approche holistique et intégrative du narratif dans la communication, le marketing, l'expérience, mais aussi plus largement dans nos existences et nos interactions avec les autres humains et les autres non-humains, le monde. Pour s'en convaincre que tout est récit, essayons de nous représenter un seul fait, un seul événement, un seul phénomène, sans aucun observateur. Conclusion, aucun fait, aucun événement, aucun phénomène n'existe sans récit. On s'en convaincra aisément au fil de ces interviews qui vont défragmenter vos points de vue sur la narration. Bonjour Jean-Dominique. Bonjour François. Bonjour, bienvenue à Défragmentation. Merci de m'avoir invité. Le premier podcast, enfin en tout cas ce que je pense, le premier podcast consacré au narrative point of view. Et tu es mon premier invité pour ces épisodes consacrés au narratif dans toutes ses dimensions. Qui es-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? Alors, qui je suis, c'est donc effectivement une vaste question. D'un point de vue professionnel, je te dirais que je suis directeur artistique, illustrateur, auteur de scénarios, game designer, level designer, narrative designer, ludographe et typographe. Mais ça, ce sont mes professions, ce sont mes activités professionnelles. Mais si je le rattache à une forme d'existence personnelle et de quête individuelle, c'est-à-dire qu'en fait toutes ces activités me permettent en fait au final de raconter des histoires sous toutes les formes, c'est-à-dire par la peinture, par le pixel, par le jeu, par toute une forme d'expression créatrice, et qui me permettent de me relier à l'imaginaire de l'autre, à l'histoire de l'autre, et d'arriver à traduire son désir d'histoire de manière concrète et effective pour justement que lui puisse accomplir sa propre histoire à partir de là. Quand est-ce que ça t'est venu, cette idée de retranscrire les histoires des autres? Bah écoute, en fait, moi j'aime beaucoup ma quête personnelle, si tu veux, d'intérêt. C'est d'arriver à comprendre mon environnement. Donc, alors, si j'avais eu la fibre scientifique, je serais certainement devenu astronome ou biologiste. Mais en fait, déconstruire, si tu veux, analyser pour déconstruire et comprendre mon environnement. Le seul moyen que j'ai trouvé à partir d'explorer les histoires, les légendes, les mythologies de tout type, y compris les histoires que racontent les scientifiques, au sens, ils te racontent la genèse de l'univers, ils te racontent comment marche un corps, comment marche un animal, etc. Et donc tout ça, ça permet d'avoir une forme d'inspiration, des éléments très pluriels, et qu'ensuite, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc, oui. Et tu le retranscris de manière visuelle, c'est ça? Voilà, de manière visuelle ou de manière narrative, en fait. Parce qu'en fait, quand tu observes toutes les légendes, toutes les mythologies, tu peux prendre n'importe quoi. Le petit chaperon rouge, ce sont des éléments individuels que tu agrèges en une légende, en une narration, qui te permettent de comprendre mieux, par exemple, la société. Tous les contes de fées, par exemple, toutes les légendes, quelles qu'elles aient été, ont une morale à la fin qui te permettent de mieux comprendre ton environnement, l'environnement, tu vois, naturel, c'est-à-dire le danger de la forêt, le danger de ce que tu ne comprends pas, et également de pouvoir t'insérer dans la société, de comprendre où se trouvent les hiérarchies entre, tu vois, le chasseur, la mère grand, le chaperon rouge, ce que c'est que d'être un enfant, ce que c'est que d'être un parent, ce que c'est que d'être une mère. Donc, une légende, si tu veux, va te proposer plusieurs filtres d'analyse sur plusieurs sujets qui t'entourent. Et donc, ça te permet d'avoir une projection d'expérience dans un monde virtuel sans avoir à le subir toi-même. C'est ce que tu fais également avec les jeux vidéo, par exemple. C'est-à-dire que tu te replaces
dans un contexte qui est complètement imaginaire, mais où tu vis des expériences réelles, où tu te dis, ben, tiens, s'il arrive ça, comment je vais réagir. Tu vois, pour moi, quelque part, que je dis beaucoup quand j'interagis ou je travaille avec des gens qui sont dans le jeu vidéo, c'est qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, le jeu vidéo est un acte ésotérique en soi. À savoir, il emprunte toute une série de, si tu veux, une terminologie qui est empruntée au monde ésotérique. À savoir, le plus connu, que tout le monde connaît, c'est l'avatar. Avatar, ça vient de la philosophie de l'hindouisme. Ce sont les avatars de Vishnu. Donc, tu t'incarnes dans un autre toi. Et donc, en définitive, toi, à chaque fois que tu travailles sur un projet, tu deviens quelqu'un d'autre. En fait, je deviens mon propre spectateur de celui qui interagit avec l'autre. C'est-à-dire, par exemple, tu ne peux pas imposer ton imaginaire à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quand moi, en tant que directeur artistique, si quelqu'un a un besoin artistique, etc., je dois immédiatement avoir une certaine porosité, être un peu comme une éponge qui va absorber l'imaginaire de l'autre et le comprendre, et pour pouvoir ensuite mettre une partie de moi pour pouvoir retranscrire à la façon, dans une façon qui va pouvoir satisfaire l'autre, où il se reconnaît dans ce que moi je lui dis. Donc c'est un dialogue permanent. C'est pour ça que et la plupart du temps, si tu veux, c'est que les gens très matérialistes ou très efficaces ou très pressés veulent avoir des réponses très très rapides et mais ils croient avoir ces besoins parce qu'ils ont entendu une autre histoire. Ils se disent, je veux le même logo, par exemple, ou la même identité visuelle que cette entreprise ou que cette personne parce qu'elle me plaît et elle va me correspondre à moi. Mais c'est pas forcément son histoire à lui. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un me voit, me dit je veux ci, je veux ça, je lui dis jamais que voulez-vous, je lui dis qui êtes-vous. En fait, je lui pose des questions. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne pense avoir certains besoins, mais qui ne sont pas les siens. Et donc, c'est moi, mon rôle, si tu veux, en tant que directeur artistique, que guide, si tu veux, que guide narratif de sa propre histoire, de comprendre qui il est. Pour ça, il faut donc avoir une certaine réserve, une certaine humilité, et surtout poser beaucoup de questions pour essayer de déterminer d'où vient ce besoin. Parce que quelquefois, il n'y a pas de besoin. Tu vois, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Tu vois, tu peux prendre le logo de Gap, par exemple, ça a été le branding le plus court de l'histoire. Ils ont essayé de refaire et ça a été un échec absolument total. Pourquoi ? Parce que ça ne correspondait pas à l'identité, à l'historique de cette société, par exemple. Donc des fois, tu as besoin de changer. Parfois, tu as besoin de changer, et parfois, tu n'as pas besoin de changer. Mais là, c'est ensuite, il y a des notions de contrat, tout ça, etc., où les gens vont te convaincre que tu as absolument besoin de changer parce que tu n'es plus à la mode, etc. Mais si tu regardes le logo de Coca-Cola, il a quasiment pas changé en 2 siècles, quoi, tu vois. Donc ça n'a pas lieu d'être. Répondre aux questions que l'autre ne se pose pas. Mais il faut lui poser les questions. Voilà. Et dans ce cadre-là, toi, où est-ce que tu vas ? Est-ce que tu collectionnes toutes ces histoires, tu essayes de les mettre en visuel, de les porter dans une version imaginaire et dans une version scénarisée imaginaire, mais où vas-tu personnellement en tant que Jean-Dominique Lavoie-Carly ? Qu'est-ce qui te fait progresser ? Alors moi, en tant que Jean-Dominique Lavoie-Carly, moi, ce qui est à l'origine depuis que j'existe, c'est la quête de sens, en fait. C'est si j'observe tout mon environnement à travers plusieurs filtres qui soient scientifiques, ésotériques, philosophiques, psychologiques, pour moi, tout ça, ce sont les plis d'un même vêtement. C'est qu'en fait, tout cela doit répondre à une quête de sens qui est la mienne pour pouvoir comprendre la globalité de l'univers. Tu vois, c'est une quête que, bien sûr, jamais tu n'atteins, mais plus tu agrèges de connaissances de tout type, plus tu refuses un filtre imposé où on te dit, par exemple, le monde n'est que religion, ou le monde n'est que science, ou le monde n'est que ci ou que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut effectivement avoir une démarche assez humble pour pouvoir faire une synthèse de tout ce que toi tu peux attendre ce que tu peux apprendre en tant qu'être humain, pour pouvoir
une connaissance qui te donne du sens. Et c'est ça, en fait, les histoires. Les histoires, pourquoi on se raconte des histoires, pourquoi on va au cinéma, pourquoi on lit des livres, ou on va sur Netflix, c'est qu'au final, la cohérence narrative, et ça c'est ce que tu apprends quand tu développes des personnages ou des arcs narratifs dans la scénarisation, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait un sens. Sinon, si tu veux, c'est juste du délire, en fait. Et toi, dans ta propre trajectoire, dans ton propre arc narratif, qu'est-ce qui a été ton accident narratif qui t'a porté vers ce voyage vers l'imaginaire, ce voyage qui se manifeste vers le visuel, ce voyage vers la collection d'histoires finalement. Qu'est-ce qui t'a fait devenir ce storyteller visuel? En fait, moi, c'est ma rencontre avec ma discipline fétiche, enfin en tout cas ce qui moi me fait vibrer et m'inspire, c'est la discipline de l'alchimie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la discipline de l'alchimie rencontre parfaite entre la science et la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, entre la connaissance du corps, la connaissance de la matière et la connaissance de la quête, en fait. La reconnaissance de la quête, la reconnaissance du monde du subtil, où quand tu confrontes le physique et le subtil, tu as un panel beaucoup plus large, où tu ne juges pas, et où tu as une espèce d'échange transverse entre le subtil et le concret qui permet ensuite d'avoir une espèce de filtre de lecture beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert, qui te permet d'avancer et de ne jamais juger, de ne jamais être dans le jugement où si quelqu'un te propose par exemple un filtre de lecture, tu dis pas tout cela est stupide, quel que soit le filtre de lecture, tu dis je vais écouter, est-ce que ça a l'air de marcher ou pas? Moi je suis très pragmatique, si ça marche et que c'est quelque chose d'ésotérique, de spirituel, de psychologique, je prends, et si c'est quelque chose de très concret, de scientifique, je prends aussi de faire la part des choses entre tout ça. Et pour répondre à ta question, moi, ça m'est venu. J'aimais beaucoup déjà le dessin. J'adore dessiner, j'adore créer justement des mondes, des personnages. Ça m'est venu finalement pendant des vacances d'hiver. Je devais avoir 10-11 ans, où en fait, je m'ennuyais au ski et j'ai découvert la série sublime de l'Incal Noir et l'Incal Lumière de la série des Incals de Jodorowsky et Moebius. Et là, si tu veux, il y avait vraiment une concrétisation de ce que c'est que l'alchimie en termes d'inspiration et d'applications extrêmement modernes, où tu pouvais, en fonction d'une histoire de science-fiction, avoir des problématiques très actuelles, comme la bioéthique, les corporations, le voyage dans l'espace, etc., avec en même temps une espèce de mystique sous-tendu qui donnait du sens à tout ça. Et donc ça m'a inspiré, moi, dans mon travail, pour pouvoir, tu vois, avoir une espèce de filtre, de grille de lecture de mon travail pour me dire, ben finalement, quand tu composes un logo ou une illustration, tu peux t'inspirer des 4 éléments. Tu as la terre, c'est la technique, c'est ta connaissance des softwares, de Photoshop, d'Illustrator, etc. Tu as l'eau, c'est l'émotion. Tu dois infuser, si nécessaire, de l'émotion dans ce que tu fais. Tu as le feu, c'est l'idée, tu vois, c'est l'étincelle primordiale dans la forge de Vulcain qui va tout d'un coup faire avoir l'inspiration. Et l'air, c'est la rationalisation. Est-ce que l'image est bien composée? Est-ce qu'elle fait sens? Est-ce qu'elle répond à ce que veut le client, la personne, etc. Donc, tu vois, tu changes le zoom à chaque fois. Tu n'as pas qu'un seul filtre, juste technique, juste composé, juste émotion, mais tu essayes de faire la fusion de la pierre philosophale de l'inspiration, si tu veux. Oui, parce que c'est pour changer du en or, c'est ça? C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les œuvres alchimiques, l'œuvre blanc, l'œuvre noire, l'œuvre rouge, en fait, tu prends la chose brute, tu la déconstruis. Ça, c'est ce que je fais quand, tu vois, c'est typiquement le brief du client, de la personne qui a un besoin. Tu déconstruis tout ça, tu calcines ce qui n'a plus lieu d'être, tu le sublimes, tu le précipites, et ensuite tu vas raffiner et raffiner encore jusqu'à effectivement trouver la pierre philosophale qui va être l'accord entre moi et... Hein. C'est Jodorowsky qui a beaucoup repris tous ces éléments, je crois, d'alchimie dans son propre rapport à la création, au flou créatif, etc.
il a repris des éléments chimiques. Enfin, j'ai vu des reportages là-dessus. Et toi, tu fais la même chose, c'est ça? Bah, j'essaye en tout cas, modestement, de m'inspirer en tout cas de cet état d'esprit en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, bon, Jodorowsky, il a cette espèce de fou et sage, où justement dans les aléas de ces inspirations, tu trouves une espèce de pattern. Et ça, c'est aussi ce que nous apprend, par exemple, la physique quantique. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi beaucoup, l'astrophysique, la physique quantique, l'astronomie. Tu t'aperçois que tu as des modèles, par exemple, mathématiques, qui ont l'air complètement chaotiques, mais qui font sens. Par exemple, dans l'univers, tu as l'impression que les galaxies sont complètement éparses, que les étoiles n'ont pas de sens, etc. On appelle les métaclusters de galaxies, où les galaxies forment elles-mêmes une espèce de grande roue galactique qui fait sens. Donc il y a une espèce d'harmonie qui se retrouve dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Tu vois, c'est un peu ce que, justement, c'est le principe fondamental de l'alchimie, celui qui est inscrit sur la table d'émeraude, c'est ce qui est en haut se retrouve avec ce qui est en bas. C'est-à-dire que l'infiniment grand se répond à l'infiniment petit. Et en changeant ce zoom, cette vision, cette appréhension des choses, quand tu peux aussi le relier à toute la doctrine orientaliste dont tu es féru, mon cher François, à savoir que dans les traités d'escrime du plus grand escrimeur japonais, et dans tous les arts martiaux, on t'apprend à traiter un détail comme un paysage, et un paysage comme un détail. Et tu vois, tu changes le filtre, pardon, tu changes le filtre d'approche, et ça te permet de révéler des choses que tu n'avais pas vues, que ça soit en petit ou en grand. Voilà. Tu cherches des archétypes dans les patterns, dans des patterns. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont des archétypes. On pense qu'on a énormément évolué, mais en fait, le changement civilisationnel dans lequel nous sommes, la vie moderne, elle est extrêmement archétypale. Donc moi, mon maître dans la matière, c'est Carl Jung. Et effectivement, tu as parlé de Jodorowsky, il utilise ces formes d'archétypes. Alors, il faut préciser ce que c'est qu'un archétype. C'est en fait l'épitomée, la représentation absolue d'une typologie qui, si elle est poussée à l'excès, se transforme en caricature. Exemple, tu as l'archétype de la mère, l'archétype du père, l'archétype de l'enfant, l'archétype du prêtre, l'archétype de l'homme de pouvoir, etc. Et tu parlais de Jodorowsky, qui a énormément travaillé sur le tarot. Et en fait, quand tu vois le jeu des tarots de Marseille, ce ne sont que des archétypes qui représentent chacune des composantes de la vie humaine et qui sont en fait des éléments avec lesquels tu peux raconter toutes les histoires qui existent. En fait, voilà, c'est une espèce de kit, de boîte qui te permet de jouer avec tous les archétypes qui existent. Et donc dedans, tu as autant l'industriel, tu as autant la science, tu as autant le religieux, tu as autant le fils, le père, etc. Et tous ces archétypes auxquels nous sommes, tu peux même voir les influenceurs d'Instagram sont représentés dans le tarot. Même les gilets jaunes, les soldats, les anthropologues, les graphistes, etc. se retrouvent dans le tarot parce que la constitution du tarot de Marseille, qui date depuis l'Égypte antique, a eu cette vision globale de ce qu'étaient les archétypes qui sous-tendaient toutes les civilisations humaines et les ont mis en scène comme des personnages d'une histoire éternelle que tu peux ensuite substituer, escamoter dans tous les sens pour créer en fait une nouvelle histoire. J'ai une question toute personnelle, Jean-Dominique. Tu es quel personnage dans ce problème existentiel narratif? Alors, si je devais te répondre, normalement, si je devais m'identifier par exemple à un personnage du tarot, ça serait le mat. Parce qu'en fait, le mat dans le tarot, c'est celui qui traverse tous les arcanes de tarot, pour pouvoir trouver la solution. Et d'ailleurs, justement, Jodorowsky Moebius, quand il crée le personnage, le héros de l'Incal, il s'appelle John Diffoul. Diffoul, c'est le fou c'est le mat. En fait, il représente l'arcane du mat, pardon. C'est un arcane qui, en fait, n'a pas de numéro. Il a juste un nom. Il n'a pas de numéro parce qu'il les a tous.
Parce qu'en fait, il va ensuite se confronter à chacun des arcanes du tarot pour pouvoir ensuite absorber leur essence, les comprendre, etc., pour ensuite arriver à la fin du tarot, c'est-à-dire dans l'arcane du monde, qui est un arcane de complétion et d'aboutissement. Donc moi, si je devais m'identifier à un personnage, ce sera celui de celui qui est toujours en quête de quelque chose, voilà, qui recherche toujours une connaissance. Donc tu n'es pas prêt de trouver la solution à tout. Ça, on peut pas le savoir, parce qu'en fait, prêt, ça implique l'espace, ça implique le temps. Et en fait, quand tu regardes la physique quantique, l'espace, le temps, finalement, c'est pas aussi évident qu'on ne croit. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des paradoxes. T'as des gens très sérieux, hein. Je sais pas, t'as Aurélien Barraud, t'as Étienne Klein qui envisage, par exemple, toute la série des univers parallèles. Est-ce que le temps, tu vois, il est complètement ductile. C'est-à-dire quand tu te rapproches d'un trou noir, le temps s'étire. Et quand tu es sur la Terre, le rapport espace-temps, le temps peut se rétrécir. Le temps n'est pas aussi monolithique qu'on croit. Absolument. Donc, est-ce que je suis prêt? Peut-être que je suis prêt, mais peut-être que je suis loin, ou peut-être que j'ai déjà la solution, mais je ne le sais pas. C'est ça, c'est qu'on se raconte, en se racontant des histoires, on peut justement avoir ce filtre par rapport aux autres, par rapport à nous, qui nous permet de savoir où est-ce qu'on se trouve. Oui, donc Jean-Dominique, on est monté très très haut, vraiment avec de l'occultisme, de l'ésotérisme. Et là, moi, je voudrais bien qu'on fasse le lien avec LinkedIn et avec le monde, revenir sur le plancher des vaches. Quel rapport, en fait, l'alchimie visuelle a-t-elle avec le monde, LinkedIn, le monde des affaires, le monde artistique, le monde des affaires, LinkedIn? Alors, en fait, quand tu vois LinkedIn, qui effectivement à l'origine était quelque chose de très froid, où toutes les corporations exposaient leur bilan, leur accomplissement purement pécunier, matériel, etc., et que c'était quelque chose d'assez froid. Je me suis aperçu que durant le confinement, il y a toute une nouvelle population qui s'est jointe à LinkedIn, où à cause de la peur générée par la perte justement des repères de la tribu, de la nation, de la société, etc., les gens voulaient du réconfort et ça a dû se faire aussi sur les autres réseaux sociaux. Si tu veux, il y a eu une porosité entre tous les réseaux sociaux où les gens qui, de par leur activité d'indépendants ou de salariés, ce que tu veux, étaient sur LinkedIn, se sont mis à parler d'autres choses que effectivement uniquement de rapports d'entreprise, etc. Et d'ailleurs, il y a eu une réaction assez forte par rapport à ça, des LinkedIniens d'origine qui se sont dit mais ce n'est pas l'endroit pour poster ça. C'est ici, on n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur Facebook, etc., etc. Donc, si tu veux, en fait, la crise Covid a généré quelque chose de nouveau. Mais ensuite, maintenant, pour répondre à ta question très précisément, qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps-là? Les gens, ils ont posté des photos. Et c'était des photos ou des visuels inspirants, des choses de beauté, des choses beaucoup plus légères ou beaucoup plus informatives. Et en fait, si je voulais faire le lien avec l'alchimie visuelle, c'est que moi, mon job, les graphistes ou qui doivent exprimer quelque chose de manière professionnelle, il faut mettre du sens, en fait. L'alchimie visuelle, c'est infuser du sens à l'intérieur de ton visuel. C'est communiquer en une seconde, dès que tu vois ton visuel, une émotion, une information, quelque chose qui retient l'attention et qui va dire à ton spectateur, à ton public, regardez, je vais parler de ça. Et donc, avec un certain choix de couleurs, et là, on revient justement à tout ce qui est la composition, la maîtrise des softs, tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir dire à ton audience, j'ai quelque chose à dire, et vous allez ressentir ça et vous allez comprendre ça simplement en regardant ce visuel. Voilà. Alors ensuite, il faut que le texte suive, parce que ce que tu illustres suive. Mais là, c'est effectivement ton job en tant que directeur artistique de comprendre bien ce que veut la personne qui t'engage. Tu vois, il faut que toi, tu dois être honnête, mais lui doit être également
toi, tu vois, si ensuite tu as des dissonances cognitives entre un logo qui dit quelque chose et en fait une activité d'entreprise qui dit autre chose, voire même l'inverse, en fait, tu n'es pas honnête envers ton public, tu n'es pas authentique, et là, c'est un retour de bâton immédiat. Et c'est pour ça que justement, sur LinkedIn, je vois toute une nouvelle population qui dit ouais, non, on va mettre un visuel, n'importe quel visuel. Il y a des générateurs de logos sur Internet, je mets n'importe quel logo, et ben ils ont très tort, extrêmement tort, parce que justement, au niveau des archétypes de Jung, si par exemple je demande à nos auditeurs d'imaginer un triangle orange vif avec une boule hérissée de piquants noirs entourée de 12 triangles pointus très effilés et que je dis ceci est une marque de chamallow, eh ben immédiatement les gens vont dire non. Tu vois, ça ne correspond pas. La couleur ne correspond pas, la forme ne correspond pas. Et ça, tu ne peux le savoir qu'en ayant, pardon, excuse-moi, qu'en ayant étudié la symbolique des couleurs, qui sont venues de la nuit des temps, c'est de l'expérience, c'est de l'instruction, et ce n'est pas que de la technique, tu vois. Ça n'est pas simplement savoir maîtriser. Tu peux être le meilleur photoshopiste du monde, si tu n'as pas la compréhension signifiante, sémantique de ce que tu fais, tu ne peux aller qu'à l'échec. Voilà. C'est là qu'intervient l'alchimie finalement. Exactement. Bon. C'est le sens, c'est la science de la création, purement de dextérité, avec la conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de dire quand je fais ce logo? Chaque trait, en fait, qu'on apprend, quand tu es vraiment sérieux, chaque aspect de ton illustration, de ton logo, doit être justifié. C'est-à-dire, tu peux pas dire, j'ai envie de mettre du bleu parce que, je sais pas, je trouvais que c'était joli. Non. Le bleu, ça a un sens. L'orange a un sens. Le jaune a un sens. Le bleu, c'est l'esprit, c'est le calme. Le violet, c'est le pourpre, c'est la mystique. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif. C'est quelque chose que nous pouvons tous voir. Ainsi que le nombre d'or, si tu veux. C'est que une page bien composée, elle répond au nombre d'or. Pourquoi? Parce que dans la nature, tu as le nombre d'or, tu as la coquille du nautile, de l'escargot, tu as plein de choses qui rappellent justement un et même tu as Ikea qui utilise le nombre d'or. Si tu veux. C'est qu'en fait, les tables, les chaises ont un rapport qui est identique au nombre d'or. Et donc, tu sens, même si toi, tu n'es pas artiste, etc., tu ressens toi-même si l'image est bien composée ou pas. Voilà. De la même manière, tu n'as pas besoin d'être chef cuisinier pour savoir si un plat est bon ou pas. Tu vois, tu dis j'aime pas. Mais derrière, il y a toute une science, tout ce que va faire le cuisinier, qui est une forme d'alchimie, c'est une alchimie du goût, connaît les composantes, connaît les saveurs, etc., pour créer quelque chose qu'il sait que tu vas aimer. Voilà. Et que toi, tu sais que tu aimes, tu sais pas pourquoi, mais tu sais que tu aimes. Voilà, c'est ça. C'est ça le job. Merci beaucoup pour cette présentation, Jean-Dominique. Tu as voulu traiter par ailleurs deux questions en complément, deux questions qui ont un rapport avec le narratif. La première, c'est est-ce que la Marissou est le nouveau MacGuffin de notre époque? Tout à fait. on essaie. Suspense. Effectivement. Et puis deuxième grand sujet. Est-ce que la souffrance peut être un mode de vie viable s'il est suffisamment construit sur le plan narratif? Exactement. Alors là, la question est vaste et on en parlera, j'espère, avec l'alchimie la plus intéressante pour tout le monde et puis pour partager un certain nombre de points de vue narratifs sur les. Mais tout à fait. Surtout qu'en plus, ces deux questions sont extrêmement actuelles. En fait, même si les titres sont mystérieux, moins pour le second que pour le premier, mais le premier est de plus en plus actuel. Donc c'est pour ça que, en fait, on va pas parler du tout de choses passées, ennuyeuses, etc. On va s'apercevoir que tout ça a un sens au niveau moderne et utile pour tout le monde. En tout cas, c'est ton récit et nous le mettrons en valeur au fil de 2 prochains épisodes. Puisque non seulement le récit existe en tant que tel, mais on le raccorde à toi, Jean-Dominique, puisque c'est le tien, et on essaiera de creuser ces deux questions avec ton regard particulier sur ces deux types de récits. Eh ben, je t'en remercie beaucoup, François. Merci beaucoup.
Et à plus tard, merci. Ravi d'avoir été défragmenté par toi. À plus tard. Salut. À bientôt, François. Au revoir.